le télomère du chromosome 22 en vert, donc on sait que c'est un chromosome 22, et sur l'autre chromosome 22 qui est repéré par la sonde télomérique en vert, vous voyez qu'il n'existe pas de signal rouge. Ça veut dire qu'il y a une microdélétion, et en l'occurrence ici, ces microdélétions font en général 1,5 mégabases, peuvent faire 1,5 mégabases, et je vous ai dit, et je redis, je redis, que je n'ai pas de surprise à l'examen, que la taille minimale observable au cariotype, sur un beau cariotype en haute résolution, est de 5 mégabases. Parce que lorsqu'il n'est pas en haute résolution, c'est 10 mégabases. Ici, vous avez un autre syndrome. Vous voyez qu'ici, ça c'est un chromosome 7 on a mis une sonde du chromosome 7 en vert. Donc on reconnaît le chromosome 7 par la sonde verte. Mais il n'y a pas le signal rouge. Ceci correspond à une région où il y a le gène de l'élastine. Ça s'appelle un syndrome de Williams. Ce sont des enfants qui ont des retards mentaux, qui ont plutôt des déficiences intellectuelles, qui ont un langage. Ils sont très à l'aise dans le langage, mais le langage ne veut rien dire en général. Qui ont des troubles de l'élasticité, qui peuvent faire des anévrismes de l'aorte, parce que justement, il y a une haploinsuffisance de gène de l'élastine. Et ça, on ne peut voir ça qu'en hybridation in situ. D'accord? Bon, il y en a... Bref. Mais je crois que l'un des apports les plus importants de l'hybridation in situ a été justement que sur les noyaux, et vous avez vu sur les préparations, c'est essentiellement des noyaux qu'il y a, et bien on était capable aussi de faire des diagnostics. Ici, par exemple, en utilisant une sonde du chromosome 14, de locus du chromosome 14 et du chromosome 21, vous voyez qu'ici, il y a 3 signaux dans ce noyau. Très pratiquement, il s'agit d'un enfant qui est en réanimation, pour lequel il y a une cardiopathie, qui a une grosse langue, qui a un visage qui ressemble à un visage d'une trisomie 21. On suspecte une trisomie 21. La question est de savoir si on continue la réanimation ou pas. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Il faut donner une réponse aux parents. Mettez-vous, vous, à la place des parents dans cette situation. Ou mettez-vous, vous, à votre place future de médecin. Vous devez prendre une décision. Est-ce une trisomie 21 ou pas? Il faut le diagnostic. Le diagnostic, il est biologique, c'est génétique, il est génétique. Il faut voir 3 chromosomes 21. Donc, vous envoyez donc du sang au laboratoire cytogénétique. Normalement, par le cariotype, c'est 3 jours de culture. Là, ce qu'on va faire, on va étaler, on va faire un frottis sanguin, et on va hybrider immédiatement, donc il n'y aura pas de chromosomes. OK? Il n'y aura pas de chromosomes. Mais il y aura des noyaux. On va prendre une sonde spécifique de locus du chromosome 21, et on va hybrider. Et on va la marquer avec de la fluorescéine. Il faut toujours un témoin d'hybridation, donc on va prendre une sonde du chromosome 14, et on va hybrider tout ça. Et comme vous voyez, vous avez ici 3 chromosomes 21, 1, 2, 3 et 2, 14. Même si vous qui n'êtes pas cytogénéticien pour le moment, vous êtes capable de dire qu'il y a 3. Tout le monde est capable de dire qu'il y a 3. Et donc là, en 3 heures de temps, vous dites, c'est une trisomie 21. OK? Et ça aussi, vous pouvez le faire sur du liquide amniotique. Au lieu d'attendre, vous avez une suspicion de trisomie 21, au lieu d'attendre 15 jours de culture, 10 jours de culture, le lendemain de la réception d'un liquide amniotique, vous avez une partie en culture, vous faites en fait une hybridation in situ sur les cellules du liquide amniotique et vous pouvez avoir votre résultat. Donc, je vous demande de bien retenir qu'en cas de diagnostic à faire en urgence d'une trisomie 21, d'un syndrome microdélétionnel par exemple, et je vous demande dans une question, quel est l'examen que vous faites? Et que vous me répondez un cariotype, je ne continue plus à corriger la copie. Parce que je vous le dis là, aujourd'hui, 9 octobre, à 10h07, que lorsque on est dans une situation d'urgence, que ce soit en prénatal, que ce soit en postnatal, et que vous devez donc le faire en urgence et que c'est un examen ciblé,
On cherche une trisomie 21. On cherche un syndrome de Dijorge. On cherche donc un micro-remaniement pour lequel on a une sonde. L'examen à faire, le seul examen à faire, est de faire une hybridation in situ sur des noyaux, évidemment en interface. Frottis de sang, si c'est du post-natal, liquide amniotique ou villosité choriale sur du prénatal. Ou même, vous pouvez par exemple frotter la bouche d'un enfant, prendre des cellules jugales et faire l'hybridation in situ. Par exemple, vous voyez, ça c'est un frottis. Il y a 2 rouges, 2 verts. Donc il n'y a pas de Dijorge. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire aussi un sexage. Si vous avez des doutes sur l'orientation sexuelle, enfin, pas l'orientation sexuelle. Alors, je vais dire ça mieux que ça, parce que je risque d'avoir des problèmes. Un enfant naît, il a une ambiguïté sexuelle. Est-ce que c'est plus clair? Bien. Il a une ambiguïté sexuelle et il faut prendre des décisions sur le sexe de l'enfant. Parce que des fois, il faut opérer. Et il faut très rapidement dire, voilà, ben non, c'est un garçon. Parce que vous opérez ou bien c'est une fille. C'est pour l'investissement, c'est pour plein de choses. Eh bien, à ce moment-là, on recueille des cellules et là, on peut faire une hybridation en 1 heure. Une sonde du chromosome X, une sonde du chromosome Y. Ceci est une cellule XY. Mais vous pouvez faire ça aussi si vous avez une greffe de moelle. Un garçon qui a été greffé par sa sœur. Et vous voulez voir si la greffe a pris. Très rapidement, vous voulez savoir s'il y a beaucoup de cellules XY ou des cellules XX. Vous faites une hybridation in situ. Et je crois que l'une des applications la plus spectaculaires vraiment de l'hybridation in situ, c'est le diagnostic préimplantatoire. Un couple a une anomalie chromosomique. Ce couple a une anomalie chromosomique et chez ce couple, l'anomalie est équilibrée. Mais elle peut donner, comme on le verra après, chez les enfants, des déséquilibres. Et bien, ce que l'on fait maintenant, on fait ce qu'on appelle, au lieu de faire un diagnostic prénatal, on fait un diagnostic pré-implantatoire. On fait une fécondation in vitro. Donc, il y a plein d'embryons qui sont issus de cette fécondation in vitro. On fait une biopsie, une biopsie embryonnaire, on prélève 2 cellules des embryons, on étale sur une lame, on nous l'envoie. Ça se fait à Béclair, nous on l'envoie à Necker. Et nous, comme nous savons quelle anomalie que les parents ont, on sait quelle sonde qu'on utilise pour pouvoir voir est-ce que l'enfant a un déséquilibre ou pas. Là, par exemple, ça c'est le premier diagnostic préimplantatoire qui a été fait en France de l'anomalie cytogénétique, en décembre 1999. Là, j'ai vu qu'il y avait 2 chromosomes 21, 2 chromosomes 14, pas de problème, mais qu'ici, il y avait un seul chromosome 14. Donc cet embryon-là est déséquilibré, il va être détruit, alors que celui-là va être réimplanté chez les parents. OK? C'est spectaculaire. Donc ça, nous sommes là maintenant. Now. Donc, c'est les progrès qui ont été faits. Alors, il y a d'autres choses aussi. On va revoir ça lorsqu'on va faire c'est qu'on est capable de voir des anomalies de structure. Voici par exemple une translocation entre un chromosome 9 et un chromosome 22. Ça donne un gène de fusion BCR Abelson. Ce qu'on fait, on prend une sonde qui couvre le gène Abelson, ici, qui est sur le chromosome 9, une sonde qui couvre tout le gène BCR ici, et sur le chromosome, les 2 chromosomes, le vert va être mélangé au rouge. Ça va vous donner des signaux jaunes. Donc, sur des noyaux sans fusion, vous allez avoir 2 rouges, 2 verts. Mais sur il y a une erreur. Sur des noyaux qui ont un chromosome Philadelphie, vous allez avoir un rouge et un vert. C'est pas un rouge là. Un rouge et un vert. C'est des chromosomes 9 et 22 normaux. Et les 2 dérivés, ici, vous allez avoir 2 jaunes. Donc, vous êtes capable, en fait, et donc, en pratique, ça donne ça.
Vous avez un rouge, un vert, et vous avez un rouge jaune, un rouge vert avec du jaune au milieu. Donc, vous voyez la puissance. L'hybridation in situ vous permet de démultiplier l'interprétation du karyotype, de voir ce que le karyotype n'est pas capable de voir. D'accord? De détecter des micro-remaniements donc de taille inférieure, préciser les anomalies, permet l'étude des anomalies chromosomiques dans les noyaux. Mais, et je vous demande, ça par contre, voilà, ça, il faut connaître ça. Mais la limite majeure, principale de l'hybridation in situ, c'est que vous ne voyez que ce que vous décidez de voir, puisque vous utilisez une sonde précise. Et c'est ça la limite. Si vous n'avez aucune indication de où se trouve l'anomalie, l'hybridation in situ ne vous sera d'aucun secours. OK? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous utilisons majoritairement dans nos laboratoires une nouvelle technique qui est apparue dans les années 2000, qui a explosé dans les années 2005-2010 et qui aujourd'hui, dans notre laboratoire, a remplacé totalement le karyotype. À part dans les anomalies des cancers, dont je vous parlerai après, nous ne faisons plus, ou quasiment plus, de karyotype dans le laboratoire. À Necker, nous avons totalement remplacé le karyotype par l'hybridation génomique comparative. Et l'hybridation génomique comparative est une révolution en cytogénétique et apprêtez-vous à voir une révolution si vous n'en avez jamais vu. On n'aura pas fini tout, on va finir cet après-midi. Quel est le principe? Je vais prendre mon temps pour vous expliquer ça. Dans l'hybridation génomique comparative, on n'étudie plus les karyotypes, les chromosomes du patient. On étudie l'ADN du patient. Déjà, on a changé de paradigme, totalement. Je répète, ce ne sont plus les chromosomes du patient qui sont l'objet de l'étude, mais on part de l'ADN du patient pour étudier son génome et ses chromosomes. Premier principe. On se sert de la technique d'hybridation fluorescente, pas in situ, d'hybridation. Le principe est le suivant. On prend une quantité X d'ADN du patient, que l'on va marquer avec un fluorochrome qui fluoresce en vert, par exemple. On prend la même quantité X d'ADN d'un témoin, que l'on va marquer avec un fluorochrome qui fluoresce en rouge. On mélange les deux. Il y a donc, pour toutes les régions chromosomiques, autant de molécules rouges que de molécules vertes. Est-ce que c'est clair, ça? Parce qu'on est parti de la même quantité. Et au départ, dans les années 2000, enfin non, ça a commencé en 92 en fait, mais ça, on a hybridé sur des chromosomes de témoins ce mélange de sondes. Ce qui veut dire que autant de molécules rouges que de vertes vont s'hybrider sur les chromosomes d'un témoin. Et donc, intuitivement, vous comprenez, et ça a été le génie des gens, c'est l'équipe de Pinkel aux États-Unis, ceux qui ont mis ça au point, vous comprenez que s'il y a plus de molécules vertes pour une région que de molécules rouges, sur cette région chromosomique, il y aura une fluorescence verte beaucoup plus importante. Et inversement.
Et après donc l'hybridation in situ, après l'hybridation donc du mélange de sondes rouges et vertes sur les chromosomes, l'intensité de chacun des fluorochromes va être numérisée et comparée bande par bande chromosomique. Est-ce que c'est clair ça? Le principe? Je peux vous poser le principe. Hein? Est-ce que je reprends ou pas? Mais je vais reprendre, mais regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Vous voyez autant de rouge que le vert sur une métaphase. Ça donne ça. Tiens, celui-là est vert.